Mon mari a déclaré, tes parents, ton problème. Ton argent est à toi. Mon argent est à moi. J'ai souri. Puis j'ai cessé de soutenir sa famille avec 2500 € par mois. 30 jours plus tard, toute sa famille a paniqué. J'ai découvert que mon mari racontait un mensonge à sa famille depuis 6 ans. Et le pire, c'est que j'avais financé ce mensonge moi-même chaque mois avec mon propre salaire. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis resté assise à cette table de dîner, une fourchette pleine de purée de pommes de terre à la main, et je lui ai souri parce qu'à cet instant précis, j'ai compris quelque chose que Jean ne s'attendait jamais à ce que je comprenne. Il venait de me donner la permission de tout reprendre. Je m'appelle Elisabeth Duval. J'ai 45 ans. Et jusqu'à ce dîner du dimanche de mars, je pensais savoir exactement qui était mon mari. La salle à manger sentait le poulet au romarin et les bougies que Marguerite insistait toujours pour allumer, même pour un dîner de famille ordinaire. Les parents de Jean étaient assis en face de nous, François à la tête comme s'il dirigeait encore quelque chose, Marguerite à ses côtés, s'essuyant la bouche avec une serviette après chaque bouchée. Sophie, la jeune sœur de Jean, faisait défiler son téléphone sous la table, pensant que personne ne le remarquait. Mon téléphone a vibré sur mes genoux. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu le nom de ma mère. Je suis allé dans le couloir pour répondre, mon cœur déjà serré avant qu'elle ne dise un mot. Elisabeth, c'est ton père, a dit Lynn, sa voix mince et prudente, comme elle sonnait toujours quand elle ne voulait pas être un fardeau. Le médecin dit que le traitement a fonctionné, mais les factures, ma chérie, nous sommes à court. Je déteste même demander. Ne t'excuse pas, maman. Je m'en occupe. Je suis retourné à table, la poitrine encore vide de sa voix. Je me suis assise, j'ai coupé mon poulet et je l'ai dit aussi naturellement que possible. Dis donc, mon père a eu une intervention médicale. Ça s'est bien passé, mais il y a des factures. Je vais les aider ce mois-ci. Je n'ai pas demandé la permission. Je n'avais jamais eu à le faire auparavant. En 6 ans de mariage, j'en avais jamais une seule fois remis en question où allait mon argent parce que pendant 6 ans, il était toujours allé à sa famille, pas à la mienne. Jean a posé sa fourchette lentement, délibérément. Le genre de silence qui vous dit qu'une tempête se charge derrière les yeux de quelqu'un. Tes parents, ton problème, a-t-il dit. Ton argent est à toi. Mon argent est à moi. La pièce est devenue silencieuse de cette manière spécifique où les pièces deviennent silencieuses quand tout le monde est déjà d'accord avec ce qui vient d'être dit et attend simplement de voir si vous serez assez stupide pour argumenter. Marguerite n'a pas levé les yeux de son assiette, mais j'ai vu le coin de sa bouche tressaillir. Une approbation à peine déguisée. François a hoché la tête une fois comme un juge confirmant un verdict. Sophie continuait de faire défiler, imperturbable, comme si c'était la phrase la plus normale du monde. Personne ne m'a défendu. Personne n'a même cligné des yeux. J'ai regardé le visage de Jean, le visage que j'avais aimé pendant 11 ans, le visage autour duquel j'avais bâti une vie. Et quelque chose en moi est devenu très immobile, très clair, comme de l'eau qui se dépose après qu'on ait cessé de la remuer. Parce que voici ce que Jean ne savait pas que je savais. Assis là, si satisfait de sa propre logique. J'avais mémorisé chaque virement, chaque paiement, chaque, juste cette fois, qui s'était transformé en, chaque mois, pour la famille Dubois. Le loyer de Marguerite et François, discrètement couvert depuis l'année où ils avaient réduit leur logement et avaient prétendu que c'était par choix. L'assurance automobile de Sophie payée sans qu'elle ne dise jamais merci. La facture d'électricité en novembre lorsque François refusait de baisser le chauffage. Le voyage en Côte d'Azur il y a 2 ans, celui que j'ai payé et auquel je n'ai pas été invité parce que Jean a dit que ce serait juste la famille. 2500 € chaque mois de mon compte pendant 6 ans. Ton argent est à toi. Mon argent est à moi. J'ai repris ma fourchette. J'ai même souri. Le genre de sourire que les gens donnent lorsqu'ils ont décidé de ne pas se battre devant un public qui a déjà choisi son camp. D'accord, ai-je dit simplement. C'est juste. Jean s'est visiblement détendu, satisfait d'avoir gagné quelque chose. Marguerite a finalement levé les yeux, ravie que la tension soit passée. Sophie a posé son téléphone juste assez longtemps pour demander s'il y avait plus de poulet. Personne à cette table n'a compris ce qui venait de se passer. Il pensait que la conversation était terminée. Il pensait que j'avais reculé. Je n'avais pas reculé.
On venait de me donner la règle exacte que j'attendais depuis 6 ans que quelqu'un dise à haute voix. J'ai fini mon dîner. J'ai ri à la blague de François sur le chien du voisin. J'ai aidé Marguerite à débarrasser les assiettes, les rinçant sous l'eau chaude pendant qu'elle bavardait de son jardin, complètement inconsciente qu'elle bavardait avec une femme qui venait de décider tranquillement de cesser d'être sa banque. En rentrant ce soir-là, Jean a tendu la main et a serré la mienne sur la console comme si rien d'inhabituel ne s'était passé, comme s'il n'avait pas juste tracé une ligne à l'encre indélébile. Le dîner était agréable, a-t-il dit. Oui, ai-je répondu, regardant les lampadaires glisser sur le pare-brise. Je le pensais vraiment. C'était un dîner très instructif. Au moment où nous sommes entrés dans notre allée, je savais déjà ce que j'allais faire. Non par colère, non par rancune, mais par arithmétique. Si mon argent était le mien et son argent le sien, alors pour la première fois en 6 ans, j'allais enfin suivre les règles de notre mariage exactement telles qu'elles étaient écrites. J'en ne savais simplement pas encore que les règles s'appliquaient dans les deux sens. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé à côté de Jean, l'écoutant respirer lentement et sans souci comme un homme qui avait dit quelque chose d'ordinaire au dîner au lieu de quelque chose qui venait de mettre fin à un arrangement dont il ne savait même pas l'existence. Vers 1 heure du matin, j'ai complètement renoncé au sommeil. Je suis descendu à mon bureau à domicile et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis dit que je voulais juste regarder les chiffres. C'était la version polie de ce que je faisais réellement. Je me suis connecté à mon compte courant personnel, celui qui était le mien depuis avant notre mariage, celui que Jean n'avait jamais demandé à voir parce qu'il supposait, à juste titre, que ce n'était pas son affaire. J'ai sorti 6 ans de relevé. Puis j'ai ouvert un tableur parce que je suis le genre de personne qui a besoin de voir une chose en noir et blanc avant de me laisser y croire. Les virements étaient tous là, nets et récurrents, comme une deuxième hypothèque que je payais sur une maison où je ne vivais pas. 1 200 € par mois à Marguerite et François, remontant à l'année où ils avaient vendu leur place en Provence et avaient déménagé dans cette location près de chez nous, celle que Jean jurait être temporaire. 30 € pour l'assurance automobile de Sophie, que j'ai commencé à couvrir après son divorce et que je n'ai jamais arrêté parce que personne ne m'a jamais dit d'arrêter. Les dépassements de services publics chaque fois que François faisait fonctionner la climatisation comme si c'était gratuit. Une réparation de toit de 4 000 € il y a 2 ans que Marguerite a décrite à son club de lecture comme « Jean a vraiment fait un effort pour nous ». Le voyage en Côte d'Azur, les soins dentaires, le Noël où Jean a eu le mérite d'être généreux en utilisant une carte liée à un compte qu'il n'avait jamais financé. J'ai fait le calcul 3 fois parce que je ne me suis pas fait confiance les 2 premières fois. 2 500 € et quelques chaque mois pendant 6 ans. Pas un seul euro de Jean. Chaque virement portait mon nom et chaque once de gratitude dans cette famille lui était allée. Je me suis assise sur ma chaise et j'ai laissé cela s'installer dans mon corps comme de l'eau froide, lentement et complètement. J'ai pensé à chaque fois que Jean avait dit, leur famille, Elisabeth, chaque fois que j'hésitais, si brièvement, à propos d'une autre demande. J'ai pensé à la chaleur spécifique dans sa voix quand il défendait les dépenses de sa mère et à la froideur spécifique dans sa voix au dîner ce soir-là quand le sujet était mon propre père. Tes parents, ton problème, ton argent est à toi. Je veux être honnête à ce sujet parce que ce n'est pas une histoire d'une femme qui découvre soudain qu'elle est une victime et jette dramatiquement un verre de vin. Je n'étais pas en colère de la manière dont les gens s'attendent à ce que la colère se manifeste. J'étais calme, étrangement calme, comme on le devient quand une décision cesse d'être émotionnelle et devient structurelle. Comme découvrir qu'une poutre de soutien dans votre maison a tranquillement pourri et que vous comprenez maintenant pourquoi le plancher craque. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à ma conseillère financière, Carole, une femme en qui j'ai plus confiance que la plupart des gens dans ma vie. Je n'ai pas appelé. Il était 1 heure du matin. J'ai juste écrit, besoin de parler demain pour restructurer certains virements automatiques. Rien d'urgent, juste prête à faire un changement. Carole a répondu dans leur car Carole ne dort jamais non plus. Quand tu veux, tout va bien. Tout va l'être, ai-je répondu. Le lendemain matin, j'étais assise dans le bureau de Carole, mon café refroidissant dans ma main pendant qu'elle affichait mes comptes sur son écran. Je lui ai dit que je voulais que tous les virements récurrents à la famille Dubois, aide au loyer, assurance, services publics, tout, soient annulés à compter du 1er du mois prochain. Je lui ai aussi demandé de m'aider à ouvrir un nouveau compte séparé de tout ce que Jean pourrait voir, spécifiquement pour aider mes propres parents. Quelque chose de propre, quelque chose d'honnête, quelque chose qui n'était pas bâti sur la règle de quelqu'un d'autre. Carole n'a pas demandé pourquoi.
Elle me connaît depuis 11 ans, avant Jean, et elle a un talent particulier pour comprendre une situation sans avoir besoin d'explication. Elle a juste tapé tranquillement, a confirmé les annulations et a glissé un morceau de papier sur le bureau pour ma signature. Fait, a-t-elle dit. Ceci s'arrête au premier. J'ai signé mon nom et j'ai senti quelque chose se dénouer dans ma poitrine que je n'avais pas réalisé être noué. Cet après-midi-là, un email a atterri dans ma boîte de réception avec l'objet « Confirmation d'annulation de paiement récurrent ». Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai continué ma journée comme n'importe quel autre mardi, courses, nettoyage à sec, dîner avec Jean où il parlait d'une réunion de travail, et où j'acquiesçais aux bons endroits. Il n'y a eu aucune dispute, aucune confrontation, aucune annonce dramatique à table. Je n'en avais pas besoin. Jean m'avait déjà donné les mots exacts dont j'avais besoin, gratuitement, devant témoins. Ton argent est à toi. Mon argent est à moi. J'étais simplement la première personne de cette maison à vouloir réellement vivre selon cette règle. Cette nuit-là, allongé au lit, j'ai repensé à mon père dans son fauteuil inclinable, trop fier pour demander de l'aide 2 fois, et à la voix prudente de ma mère au téléphone s'excusant pour une facture qui n'était pas de sa faute. J'ai pensé à la rapidité avec laquelle je les aiderais maintenant, tranquillement, sans avoir besoin de la permission ou de l'approbation de qui que ce soit, sans avoir à le défendre à une table de dîner devant des gens qui ne m'avaient jamais défendu. Jean s'est retourné et a murmuré quelque chose à propos d'être fatigué, puis s'est endormi en quelques minutes. Je suis resté allongé un moment, fixant le plafond, me sentant étrangement légère pour une femme qui venait de faire exploser quelque chose d'énorme dans un silence complet. Il n'avait aucune idée de ce qu'il avait commencé. Il pensait toujours que la conversation s'était terminée à cette table de dîner. Elle ne s'était pas terminée. Elle venait juste de commencer et le premier paiement devait disparaître dans exactement 19 jours. Le téléphone a sonné à 8h14 du matin et je savais déjà, avant même de regarder l'écran, exactement qui serait là. Marguerite. J'ai laissé sonner 2 fois pendant que je finissais de verser mon café. Non par cruauté, juste par habitude. Je n'ai jamais aimé répondre au téléphone quand j'ai les mains prises. Quand j'ai enfin décroché, sa voix est arrivée, nette et sèche, dépourvue de sa chaleur sucrée habituelle. Elisabeth, il y a un problème avec le virement du loyer. Il n'est pas passé ce mois-ci. C'est exact, ai-je dit, gardant ma voix égale, presque agréable. Je l'ai arrêté. Il y a eu une pause sur la ligne, le genre où l'on entend pratiquement quelqu'un recalculer toute sa compréhension d'une personne. Tu l'as arrêté, Elisabeth ? Nous en dépendons. La pension de François ne couvre pas la différence. Tu sais ça. Je le sais, ai-je dit. Mais Jean a été très clair l'autre soir. Mon argent est à moi. Je ne fais que suivre sa règle. Le silence qui a suivi a été plus long cette fois, plus lourd. Marguerite n'avait pas de réponse prête parce qu'en 6 ans, elle n'en avait jamais eu besoin. Je lui ai dit que j'espérais qu'il s'en sortirait, je lui ai souhaité une bonne journée et j'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse se ressaisir pour argumenter. J'ai fini mon café en me tenant à la fenêtre de la cuisine, regardant une voisine promener son chien, me sentant étrangement imperturbable par ma propre assurance. Je m'étais attendu à ressentir quelque chose de plus grand, le triomphe peut-être, ou la culpabilité. Au lieu de cela, je me suis senti simplement clair, comme une fenêtre qui avait enfin été lavée après des années de crasse. Jean est rentré du travail ce soir-là, déjà agité, sa cravate desserrée, sa mâchoire serrée d'une manière que je reconnaissais après des années à le voir absorber de mauvaises nouvelles avant d'être prêt à les transmettre à quelqu'un d'autre. Ma mère m'a appelé, a-t-il dit, laissant tomber ses clés sur le comptoir plus fort que nécessaire. Elle dit que tu as annulé le paiement du loyer. Je l'ai fait. Elisabeth, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu punis ma famille pour un simple commentaire au dîner. Je ne punis personne, ai-je dit en me tournant complètement vers lui. Tu as dit que ton argent est à toi et mon argent est à moi. J'ai accepté. Je garde simplement mon argent pour moi, comme tu l'as demandé. C'est différent, a-t-il dit rapidement, les mots sortant de sa bouche avant qu'il ne les ait clairement réfléchis. Différent? Comment? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je l'ai regardé chercher une réponse comme on regarde quelqu'un tâter ses poches pour des clés qu'il n'est soudainement plus sûr d'avoir apportées. C'est juste que ce sont mes parents. Ce n'est pas la même chose qu'une transaction.
Ce n'était pas une transaction quand je couvrais l'assurance automobile de ta sœur pendant 2 ans non plus, ai-je dit doucement. Mais je ne me souviens pas que tu aies appelé ça différent. Il n'a pas eu de réponse. Pour la première fois en 11 ans de mariage, j'ai regardé mon mari se tenir dans notre cuisine, n'ayant absolument rien à dire. Et quelque chose dans ce silence était plus honnête que n'importe quelle conversation que nous avions eue depuis longtemps. Son téléphone a vibré, puis a vibré à nouveau. Le nom de Sophie s'est allumé à l'écran, et il est allé dans le salon pour répondre, sa voix tombant dans ce ton bas et apaisant qu'il utilisait chaque fois qu'il gérait les émotions de sa sœur au lieu de les aborder. Je n'ai pas pu entendre chaque mot, mais j'en ai entendu assez, assurance, expiration, avis d'annulation. Ne panique pas. L'assurance automobile de Sophie était due, et pour la première fois depuis son divorce, personne ne la couvrait discrètement. François a appelé ensuite, plus tard ce soir-là, pendant que Jean et moi nous préparions à nous coucher. J'ai entendu la voix de Jean changer à nouveau, cette fois, plus ferme, plus défensive, le ton d'un fils essayant de sonner comme un adulte tout en absorbant une réprimande. « Papa, je vais lui parler. Donne-lui juste quelques jours. » Une pause. « Non, je ne vais pas laisser passer ça. J'ai dit que je m'en occuperais. » Il a raccroché et m'a regardé comme s'il s'attendait à des excuses. Je n'en ai pas offert. J'ai simplement tiré les draps et je me suis couché comme n'importe quelle autre nuit. François veut te parler directement, a dit Jean. Il dit qu'il va gérer ça comme un adulte. Il est le bienvenu de m'appeler lui-même, ai-je dit, mais rien ne va changer. Je ne réactiverai rien. Jean est resté assis sur le bord du lit pendant un long moment, les épaules affaissées, fixant son téléphone comme s'il pouvait se réorganiser en une conversation différente s'il le regardait assez longtemps. Je l'ai regardé de là où j'étais allongé, étudiant un homme que je connaissais depuis plus d'une décennie, le regardant confronter pour la toute première fois la forme d'une limite au lieu du confort d'une supposition. Je n'ai ressenti aucune envie de le réconforter. Je n'ai ressenti aucune envie de m'expliquer davantage. Je m'étais déjà expliqué parfaitement, avec ses propres mots, à sa propre table de dîner, devant sa propre famille. Il a finalement posé le téléphone face vers le bas sur la table de chevet et a éteint la lampe. Mais je pouvais dire, à sa respiration, qu'il ne dormait pas non plus. Quelque part dans cette obscurité, je l'ai imaginé faire des calculs dans sa tête pour la première fois depuis des années. Des chiffres auxquels il n'avait jamais eu à penser parce que je les avais toujours gérés tranquillement pour lui. 30 jours. C'est le temps que les polices d'assurance et les périodes de grâce des services publics tiendraient avant que de réelles conséquences ne commencent à atterrir sur de vrais pas de porte. 30 jours avant que la famille qui ne m'avait jamais remercié pour quoi que ce soit n'ait à s'expliquer exactement comment elle avait vécu pendant 6 ans et à quelles dépenses. J'ai fermé les yeux et je me suis laissé dériver vers le sommeil, imperturbable, stable, patiente. Quoi qu'il arrive ensuite, j'étais enfin prête. 30 jours est une unité de temps étrange. C'est assez court pour ne ressembler à rien quand on attend des vacances, et assez long pour désarticuler les finances d'une famille entière quand l'argent qui les maintenait discrètement ensemble disparaît sans avertissement. À la fin de ce mois, les conséquences avaient cessé d'être des appels téléphoniques pour devenir des documents. Marguerite et François ont reçu un avis de retard formel de leur propriétaire, du genre avec une impression rouge et une date limite au lieu d'un rappel poli. La compagnie d'assurance de Sophie a envoyé un avertissement d'annulation, lui donnant 10 jours pour payer intégralement ou perdre toute couverture, ce qui signifiait qu'elle risquait également de perdre sa capacité à conduire légalement pour le travail dont elle se plaignait depuis des mois. Et un petit prêt familial que je couvrais discrètement depuis des années, que François avait contracté pour un camion dont il avait besoin pour une entreprise d'aménagement paysager qui n'avait jamais vraiment décollé, a manqué son premier paiement, déclenchant un appel de la banque directement à lui. Je sais tout cela non pas parce que je les surveillais, mais parce qu'ils se sont absolument assurés que je le sache. Message texte, messages vocaux, un email de Sophie avec l'objet « Ce n'est pas juste, Elisabeth ». Comme si la justice avait jamais fait partie de l'arrangement original. Jean a convoqué une réunion de famille d'urgence chez nous, son choix, pas le mien. Ils sont arrivés un samedi après-midi, entrant dans mon salon comme une délégation arrivant pour négocier une reddition, sauf qu'ils semblaient croire que c'était moi qui devais des excuses. Marguerite était assise raidement sur le bord du canapé, son sac à main sur ses genoux comme une armure. François se tenait près de la cheminée, les bras croisés, la mâchoire serrée de la manière particulière d'un homme qui répète un discours qu'il pense avoir plus d'impact s'il ne s'assied pas. Sophie était perchée sur le fauteuil, les yeux cernés de rouge,
son téléphone serré dans une main comme une bouée de sauvetage. Marguerite a parlé la première, sa voix tremblante d'un mélange de blessure et d'accusation. Tu savais que nous dépendions de cet argent, Elisabeth. Tu savais et tu l'as juste coupé comme si nous n'importions pas. Non, ai-je dit, calme et égal. On m'a dit que mon argent était le mien. Je suis simplement la première personne de cette famille à le croire réellement. François est intervenu, sa voix plus forte, plus théâtrale. Il ne s'agit pas d'un simple commentaire au dîner. Il s'agit de loyauté familiale. Nous t'avons toujours traité comme l'une des nôtres. J'ai failli en rire, mais je ne l'ai pas fait parce que rire aurait donné plus d'intensité au moment qu'il ne méritait. Au lieu de cela, je l'ai regardé fixement. Loyauté familiale, ai-je répété. Choix de mots intéressants étant donné que mon père était à l'hôpital le mois dernier et que personne dans cette pièce n'a demandé comment il allait. Personne n'a eu de réponse à cela non plus. Sophie a baissé les yeux sur son téléphone. La bouche de Marguerite s'est ouverte puis s'est refermée. Jean, debout près de l'entrée, a essayé de se glisser dans le rôle de pacificateur, le médiateur neutre, essayant de calmer deux factions en guerre. Sauf que l'une de ces factions était sa propre femme, et l'autre était des gens qui vivaient confortablement de son argent depuis des années. Elisabeth, allez. On ne peut pas trouver une solution? Peut-être pas tout d'un coup, mais... Non, ai-je dit, le coupant simplement avant que la phrase ne puisse se transformer en une demande déguisée en compromis. Je suis allé au tiroir de la table d'appoint et j'ai sorti un dossier que j'avais préparé quelques jours plus tôt, épais de 6 ans de relevés bancaires imprimés, surlignés et organisés par catégorie. Je l'ai posé sur la table basse et l'ai ouvert lentement, laissant la pièce absorber ce qu'il regardait. Aide au loyer, assurance automobile, dépassement de services publics, la réparation du toit, le prêt pour le camion, le voyage en Côte d'Azur. J'ai lu chaque poste à voix haute, calmement, sans fioriture, laissant les chiffres parler d'eux-mêmes. 2 500 € par mois pendant 6 ans. C'est un peu plus de 180 000 €. La pièce est devenue complètement silencieuse. La main de Marguerite s'est portée à sa poitrine. Les bras de François se sont décroisés, et pour la première fois depuis qu'il était entré, il avait moins l'air d'un homme rendant un verdict que d'un homme réalisant qu'il pourrait être jugé. Sophie a finalement parlé, sa voix petite. Je ne savais pas que c'était autant. Aucun de vous ne le savait, ai-je dit, parce qu'aucun de vous n'a jamais demandé. Vous avez juste supposé que ce serait toujours là. Jean a fixé le dossier comme s'il appartenait à un étranger. Son visage pâle, sa mâchoire travaillant silencieusement. J'ai vu quelque chose changer derrière ses yeux. Pas de la culpabilité exactement, pas encore, mais les premiers stades d'un homme réalisant que l'histoire qu'il s'était racontée sur sa propre générosité était sur le point de s'effondrer devant les personnes même à qui il l'avait racontée. J'ai refermé le dossier doucement et j'ai regardé chacun d'eux à tour de rôle. Le visage affligé de Marguerite, la posture incertaine de François, la honte silencieuse de Sophie, et enfin Jean, toujours debout près de l'entrée comme un homme qui ne savait soudainement plus de quel côté de la pièce il appartenait. Il y a une dernière chose, ai-je dit, ma voix calme, sans hâte. Vous devriez probablement demander à Jean d'où il vous a dit que tout cet argent venait. Toutes les têtes de la pièce se sont tournées vers mon mari d'un coup. Et pour la première fois en 6 ans, j'ai vu la version de lui-même qu'il avait construite pour sa famille commencer à se désagréger. Marguerite s'est tournée lentement vers son fils. La façon dont les gens bougent quand ils soupçonnent déjà que la réponse fera mal et se préparent quand même. Jean, a-t-elle dit prudemment, qu'est-ce qu'elle veut dire par demande-lui? Jean n'a pas répondu tout de suite. Il est resté là, dans l'entrée de notre salon, sa main agrippant l'encadrement comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Et j'ai vu 11 ans de charme exercer le trahir pour la première fois devant un public qui comptait vraiment pour lui. Jean, a dit François, sa voix plus basse maintenant, plus dure. D'où as-tu dit à ta mère que cet argent venait? J'aurais pu répondre pour lui. J'avais les relevés, les dates, la preuve étalée dans ce dossier sur la table basse, mais je suis restée silencieuse parce que certaines vérités frappent plus fort quand la personne qui les cache doit les dire à haute voix elle-même. Je leur ai dit que c'était de nous, a finalement dit Jean. De nos comptes joints. J'ai dit que nous nous débrouillions bien, que je voulais aider. Nous, ai-je répété doucement. Il n'y a pas de compte joint pour ça, Jean. Il n'y en a jamais eu. Chaque virement venait de mon compte courant personnel, celui que j'ai depuis avant notre mariage. Tu n'as jamais contribué un seul euro à tout cela.
Le visage de Marguerite a traversé plusieurs expressions en succession rapide, confusion, incrédulité, et finalement quelque chose qui ressemblait presque à du chagrin. Le chagrin de réaliser qu'une histoire qu'elle s'était racontée pendant des années n'avait jamais été vraie. Tu m'as dit que tu prenais soin de nous, a-t-elle dit à Jean, sa voix brisée. Tu as dit que tu étais fier de pouvoir enfin rendre après tout ce que nous avons fait pour t'élever. Je voulais que vous soyez fiers de moi, a dit Jean. Et pendant un instant, j'ai presque eu pitié de lui, presque avant de me souvenir exactement quel argent avait acheté cette fierté. Sophie était figée dans le fauteuil, son téléphone enfin oublié sur ses genoux. Donc, pendant tout ce temps, a-t-elle dit lentement, ce n'était pas Jean qui était généreux. C'était l'argent d'Elisabeth et Jean s'en attribuait le mérite. Personne ne lui a répondu parce que le silence dans la pièce l'avait déjà fait. Je suis allé à la table basse et j'ai rouvert le dossier, tournant à une page spécifique que j'avais marquée la veille. Ici, ai-je dit, montrant une ligne d'il y a 3 ans. C'était la réparation du toit. Marguerite, tu as dit à ton club de lecture que Jean avait vraiment fait un effort pour vous cette année-là. Je m'en souviens parce que tu l'as mentionné à Pâques. Je l'ai regardé. Jean était à Lyon pour le travail tout ce mois-là. J'ai payé l'entrepreneur directement. J'ai la facture. La main de Marguerite a tremblé légèrement alors qu'elle tendait la main vers le dossier, comme si elle avait besoin de le voir elle-même avant de pouvoir y croire pleinement, même avec son fils debout à 1 mètre, confirmant chaque mot. La pièce avait complètement changé maintenant. Ce qui était entré comme une colère justifiée envers moi, s'était transformé en quelque chose de bien plus inconfortable. Une famille forcée de regarder la personne en qui elle avait le plus confiance et de réaliser qu'il avait tranquillement réécrit la réalité pendant des années aux dépens de sa femme, pour son propre confort. Marguerite a essayé mollement de reconstruire une version de l'argument avec lequel elle était venue. Eh bien, peu importe d'où ça vient, Elisabeth, la famille, c'est la famille. Nous sommes toujours ta famille. Tu devrais vouloir aider. Je l'ai regardé fixement, gardant ma voix douce mais très claire. Et mes parents sont aussi votre famille, Marguerite? Parce que quand mon père était à l'hôpital le mois dernier, personne dans cette pièce n'a demandé comment il allait. Personne n'a envoyé de carte. Personne ne s'est même souvenu de son nom. Elle n'a pas eu de réponse. François a baissé les yeux sur le tapis. Sophie a essuyé ses yeux, mais cette fois j'ai compris que les larmes n'étaient pas pour moi, et elles n'étaient pas vraiment pour Jean non plus. Elles étaient pour l'absence soudaine d'un filet de sécurité auquel elle n'avait jamais eu à penser 2 fois auparavant. Jean a tendu la main vers mon bras et a fait un geste vers la cuisine, sa voix basse et urgente. On peut parler en privé. Je l'ai suivi, principalement parce que je ne voulais pas non plus de public pour ce que j'étais sur le point de dire. Il a fermé la porte à moitié derrière nous, son visage tendu entre la panique et l'humiliation. Tu me fais passer pour un menteur devant toute ma famille, a-t-il dit. Tu es un menteur, Jean. Je suis juste la raison pour laquelle c'est visible maintenant. Ce n'est pas juste. Je voulais juste qu'il pense du bien de moi. Tu voulais qu'il pense du bien de toi en utilisant mon argent à mon insu pendant 6 ans, ai-je dit. Et quand mon propre père a eu besoin d'aide, tu t'es tenu à cette table de dîner et tu m'as dit devant tout le monde qu'il n'était pas ton problème. Tu as bâti toute ta réputation auprès de cette famille sur mon salaire, Jean. Ce n'est pas un malentendu. C'est un choix que tu as fait encore et encore. Il n'a pas argumenté. Il ne pouvait pas avec le dossier toujours ouvert sur la table basse pour que n'importe qui puisse passer et voir. J'ai adouci ma voix, non par pardon, mais parce que j'avais encore besoin de quelque chose de ce moment au-delà du simple fait d'avoir raison. Si nous voulons parler d'argent dans cette famille à partir de maintenant, ce sera honnête. Tout. Plus d'histoire, plus de crédit pour des choses que tu n'as pas faites. Tout le monde dans cette pièce mérite la vérité, y compris toi. Il a hoché la tête lentement, ses épaules s'affaissant, l'air pour la première fois depuis que je le connaissais, vraiment incertain de sa position. Nous sommes retournés ensemble dans le salon, et j'ai pu sentir tous les regards se tourner vers nous, attendant de voir de quel côté la prochaine phrase allait atterrir. Je me suis assise, j'ai croisé les mains et je les ai tous regardés. Si nous faisons ça, ai-je dit, nous le faisons correctement. Tous les chiffres au grand jour, avec quelqu'un de neutre dans la pièce pour que ce soit honnête. Marguerite a ouvert la bouche pour objecter, puis a regardé le dossier, puis son fils, et l'a refermé. J'ai envoyé les invitations 2 jours plus tard, et je les ai envoyées comme je fais tout maintenant, calmement, par écrit,
sans laisser de place à quiconque pour prétendre plus tard qu'il avait mal compris les termes. Un email à Marguerite et François, un SMS à Sophie, un appel téléphonique à mes propres parents où je leur ai donné beaucoup plus d'avertissements et beaucoup plus de réconfort car, contrairement à la famille de Jean, la mienne ne m'avait jamais fait sentir comme une obligation. J'ai aussi appelé Carole, ma conseillère financière, et lui ai demandé de nous rejoindre, non pas comme une faveur, mais comme une professionnelle. Si cette famille voulait parler d'argent, nous allions en parler avec quelqu'un dans la pièce qui traitait des faits, pas des sentiments. Nous nous sommes rencontrés un dimanche après-midi dans une petite salle de conférence que Carole avait arrangée par son bureau, un terrain neutre, pas de cuisine où l'on pourrait s'enfuir. Pas de coussins de canapé acérés comme des gilets de sauvetage, juste une longue table, des verres d'eau et suffisamment de lumière du jour à travers les fenêtres pour que personne ne puisse se cacher dans l'ombre. Mes parents sont arrivés les premiers. Mon père, Robert, est entré plus lentement qu'avant, s'appuyant légèrement sur le bras de ma mère, mais il portait son bon pull et a serré la main de Carole comme un homme assistant à une réunion importante, ce qu'il comprenait être, à sa manière tranquille. Ma mère, Lynn, s'est assise près de lui, les mains croisées sur ses genoux, ne demandant rien, n'attendant rien, comme elle l'a toujours fait. Le contraste était immédiat, et je ne pense pas avoir été la seule à le remarquer. Marguerite et François sont arrivés ensuite, vêtus plus formellement que l'occasion ne l'exigeait, comme si la formalité pouvait restaurer une certaine autorité qu'ils sentaient leur échapper. Sophie est venue seule, plus silencieuse que je ne l'avais vue depuis des années. Son téléphone laissé dans son sac pour une fois au lieu d'être dans sa main. Jean s'est assis à côté de moi et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir, il n'a pas essayé de combler le silence avec du charme. Carole a ouvert son ordinateur portable et a présenté à la pièce 6 ans de documents calmement, professionnellement, sans faire de commentaires éditoriaux. Contribution au loyer, paiement d'assurance, dépassement de services publics, le toit, le prêt pour le camion, le voyage pour lequel personne ne m'avait remercié parce que personne n'avait su qui remercier. Elle lisait les chiffres comme un comptable lit les chiffres, sans jugement, ce qui, d'une certaine manière, rendait le jugement plus dur que si je l'avais prononcé moi-même, les larmes aux yeux. François s'est éclairci la gorge à mi-parcours, essayant d'intervenir. Écoutez, nous apprécions tout ce qu'Elisabeth a fait. Vraiment. Nous pensons juste. François, a dit Carole, doucement mais fermement. J'aimerais d'abord terminer le résumé, et ensuite il y aura du temps pour que chacun puisse s'exprimer. Il s'est rassis, visiblement peu habitué à être redirigé par quelqu'un qui n'était pas sa femme. Quand Carole a terminé, la pièce est restée dans un silence plus lourd que n'importe quelle dispute. Même Marguerite, qui avait passé un mois à insister sur le fait que j'exagérais, a regardé le résumé imprimé devant elle comme s'il appartenait à une famille complètement différente, une famille bien plus dépendante qu'elle ne s'était jamais permis de l'admettre. J'ai parlé ensuite et j'ai gardé ma voix égale parce que j'avais répété cela dans ma tête plus de fois que je ne voudrais l'admettre. Je ne suis pas ici pour punir qui que ce soit, ai-je dit. Je suis ici parce que pendant 6 ans, des décisions ont été prises concernant mon argent. Sans ma connaissance, du crédit a été pris qui n'était pas mérité. Et quand mes propres parents ont eu besoin d'aide, on m'a dit qu'il n'était l'affaire de personne d'autre que la mienne. Cela se termine aujourd'hui. Pas la relation, l'arrangement. Les yeux de Marguerite ont brillé. Mais cette fois, j'ai senti que ce n'était pas une performance. Nous ne savions pas, a-t-elle dit doucement. J'ai cru mon fils. Je sais, ai-je dit, et je le pensais gentiment. C'est exactement le problème. Vous avez cru une histoire au lieu de poser une seule question en 6 ans. François, à son honneur, a été le premier à prononcer les mots que personne d'autre ne pouvait gérer. Nous nous sommes habitués, a-t-il dit, fixant la table. Assez à l'aise pour ne pas demander d'où ça venait tant que ça continuait d'arriver. Sophie a finalement levé les yeux, sa voix petite mais honnête. Je dois trouver un deuxième emploi. J'aurais déjà dû en avoir un. Je n'ai jamais pensé que j'en aurais besoin. J'ai énoncé les nouvelles conditions clairement, comme Carole m'avait appris à énoncer n'importe quel accord, clair, spécifique, rien d'implicite. Plus de soutien inconditionnel à l'avenir. Plus de virements sans ma connaissance et mon consentement direct. Personne ne décidant en mon nom ce que ma famille valait par rapport à la sienne. Jean a écouté tout cela sans interrompre. Et j'ai vu quelque chose s'installer sur son visage qui ressemblait moins à de la colère maintenant et plus à une arithmétique lente et inconfortable de la sienne. Non seulement l'argent dont il avait perdu le crédit,
mais l'autorité silencieuse qu'il avait toujours supposé détenir sur la façon dont nos finances, et par extension notre mariage, seraient gérés. Personne n'a applaudi. Personne n'a fait de câlin. Ce n'était pas ce genre de fin, et je n'ai jamais eu l'intention que ce le soit. Mais quand la réunion s'est terminée et que tout le monde est sorti sur le parking, Marguerite s'est arrêtée à côté de moi un instant. Merci, a-t-elle dit doucement, d'avoir été plus honnête avec nous que mon propre fils. J'ai hoché la tête et j'ai laissé cela suffire pour l'instant. Jean a marché à côté de moi jusqu'à la voiture en silence. Et quelque part dans ce silence, je pense que nous avons tous les deux compris la même vérité sans avoir besoin de la dire à haute voix. L'argent n'avait toujours été que la surface de tout cela. Ce qu'il perdait réellement, c'était la version de contrôle sur laquelle il n'avait jamais réalisé qu'il s'appuyait. Il y a une sorte de paix particulière qui ne s'annonce pas. Elle n'arrive pas avec des feux d'artifice ou une musique dramatique. Elle s'installe juste tranquillement, comme la lumière du matin remplit une pièce dont on a gardé les rideaux fermés trop longtemps. C'est ce que les semaines après la réunion de famille ont ressenti. Pas triomphante, pas justifiée d'une manière forte et cinématographique, juste calme, propre, mienne. J'ai pris une partie de ce qui disparaissait chaque mois dans les dépenses de la famille Dubois et les redirigé exactement là où j'avais toujours voulu qu'il aille. J'ai payé le reste des factures médicales de mon père en entier. J'ai engagé un entrepreneur pour réparer la marche de Porsche affaissée sur laquelle mes parents trébuchaient depuis 2 ans. Celle que ma mère disait toujours qu'elle allait s'en occuper un jour. J'ai même mis de côté assez pour leur offrir un petit voyage. Rien d'extravagant, juste quelques jours dans un chalet au bord d'un lac en Auvergne parce que j'ai réalisé en cours de route que j'avais passé 6 ans à financer le confort des autres et aucune joie de mes parents. Mon père a pleuré quand je lui ai parlé du Porsche. Pas bruyamment. Ce n'est pas un homme qui pleure bruyamment, juste un léger voile dans ses yeux alors qu'il était assis dans son fauteuil inclinable, agitant la main comme s'il était gêné par sa propre gratitude. Tu n'as pas à faire tout ça, Elisabeth. On s'en sortait avant. Je sais que vous vous en sortiez, ai-je dit, m'asseyant à côté de lui, lui prenant la main. Mais vous ne devriez pas avoir à vous contenter de vous en sortir. Plus maintenant. Ce n'est pas de la charité, papa. C'est de l'amour. Je peux enfin le donner comme je l'ai toujours voulu. Il m'a serré la main et aucun de nous n'a eu besoin d'en dire plus. Jean a essayé à sa manière de réparer les choses. Il s'est excusé plus d'une fois et je pouvais dire qu'une partie de cela était sincère. Enfoui quelque part sous la panique de presque perdre quelque chose qu'il avait tenu pour acquis pendant plus d'une décennie. Mais j'ai remarqué quelque chose d'important dans ses excuses. Il revenait toujours aux conséquences. La déception de sa mère, le désarroi financier de sa sœur, la gêne lors des réunions de famille. Maintenant, il revenait rarement, voire jamais, à la véritable blessure. Le fait qu'il s'était tenu à notre table de dîner et avait rejeté mes parents comme un problème qui n'était pas le sien. Je ne me suis pas précipité pour le pardonner, et je ne me suis pas précipité pour le punir non plus. J'ai appris que la vengeance n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est simplement refuser de revenir à la situation d'avant simplement parce que quelqu'un s'est enfin excusé. Je n'ai pas demandé le divorce. Pas encore. Mais j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire des années plus tôt. J'ai assis Jean et j'ai énoncé de nouvelles conditions pour notre mariage. De la même manière que Carole avait exposé les chiffres dans cette salle de conférence, clairs, spécifiques, rien d'implicite. Les comptes séparés restaient séparés. Les décisions financières majeures nécessitaient notre accord à tous les deux, à haute voix, à la même table. Pas d'arrangement secret, pas de supposition tacite sur la famille qui comptait le plus. Et je lui ai dit clairement que nous avions besoin d'une thérapie de couple, non pas parce que je voulais le punir, mais parce que j'avais besoin de savoir si l'homme assis en face de moi était capable de vraiment changer ou simplement capable de s'excuser quand il était pris en faute. Il a accepté tout cela. Que cet accord tienne est encore une question à laquelle le temps répondra, pas moi. Pendant ce temps, la famille Dubois s'est adaptée, comme les gens le font lorsqu'un filet de sécurité est enfin retiré. Et ils découvrent, souvent à leur propre surprise, qu'ils sont plus capables qu'ils ne le pensaient. Marguerite et François ont encore réduit leur logement, déménageant dans un appartement plus petit qui correspondait à leur pension réelle au lieu du style de vie gonflé que 6 ans de mon argent avaient discrètement subventionné. Sophie a pris un deuxième emploi dans un cabinet dentaire à 3 villes de là. Et la première fois qu'elle m'a appelé, ce n'était pas pour demander quoi que ce soit. C'était simplement pour me dire, presque timidement,
qu'elle avait effectué son premier paiement de voiture entièrement seule. Ça faisait bizarre, a-t-elle admis. Bien. Bizarre. Je lui ai dit que je comprenais exactement ce qu'elle voulait dire. Personne dans cette famille ne m'appelle plus leur fonds d'urgence. Personne ne suppose. Et étrangement, dans l'espace où le ressentiment aurait pu grandir, quelque chose d'un peu plus honnête a commencé à prendre racine, des conversations qui n'impliquent pas automatiquement de l'argent, des limites qui ne nécessitent pas un dossier de relevé bancaire pour être appliqué. Il y a quelques nuits, j'étais assise à la table de cuisine de mes parents pour le dîner. La petite avec le pied bancal que mon père refuse de laisser réparer parce qu'il dit qu'elle a du caractère. Ma mère a fait un rôti. Mon père a raconté la même histoire sur sa partie de pêche qu'il a raconté 100 fois et j'en ai ri comme si c'était la première parce que certaines choses méritent cette gentillesse. À mi-chemin du dîner, mon téléphone s'est allumé sur la table. Le nom de Jean. On peut parler ? Je l'ai regardé un moment plus longtemps que je ne m'y attendais, sentant l'attrait de 11 ans d'habitude. Puis j'ai posé le téléphone face contre table et je suis retourné au rôti de ma mère, à l'histoire de mon père, aux gens qui ne m'avaient jamais fait sentir comme un fardeau ou une transaction. Il m'a dit que mon argent était le mien, alors je l'ai finalement cru.